Merci d'être là. Merci de venir à Pierre-Vive pour cette conférence. Avant de donner la parole à Julien Belair, notre invité, je souhaite remettre un petit peu en contexte l'intitulé de cette conférence, l'architecture engagée. Rapidement, le rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre fait état de 4 millions de mal logés, dont près de 900 000 personnes sans domicile personnel. Là, que la situation continue de s'aggraver et bien que les ménages en situation de confort insuffisant soient moins nombreux, la surpopulation et le froid progressent. Les gens du voyage sont également exposés à cette précarité du logement. Entre l'absence de domicile et le logement ordinaire, les habitations de fortune, les bidonvilles, restent également une question prégnante. Face à ce constat assez alarmant, il est plutôt nécessaire de réinventer un mode de fabrique de la ville plus flexible, explorer la marge, casser les codes de l'architecture et trouver des solutions économes. Le sentiment d'urgence a permis de poser un nouveau regard sur l'architecture et d'expérimenter de nouvelles pratiques. C'est pourquoi nous avons choisi d'inviter Julien ce soir. Son travail d'architecte est avant tout un engagement citoyen. Je vais te tutoyer, ce sera plus simple. Tu œuvres pour une ville juste, construite avec plaisir, où chacun se fait sa place. Ça, ce sont tes mots. J'ai rien inventé. Situé dans les interstices, tes projets se concentrent sur des équipements autonomes et sur l'habitat des plus précaires. À la lecture de ton parcours, on comprend mieux pourquoi. Donc, je me permets de vous faire un petit laïus quand même sur une petite biographie rapide qui présente et qui explique peut-être aussi pourquoi tu es là ce soir. Tu termines tes études en 2003 à l'École nationale d'architecture de Paris, à la Villette. À cette occasion, tu effectues un stage de fin d'études chez Patrick Bouchain. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Patrick Bouchain, vous le connaissez peut-être, c'est un électron libre qui bouscule un peu les codes depuis 30 ans de l'architecture. À son actif, le lieu unique à Nantes, la friche de la Belle de Mai à Marseille, encore des bâtiments industriels voués à la démolition. Patrick Bouchain parle d'une architecture, HQH, haute qualité humaine. Lors de ton stage, tu réalises une étude de faisabilité sur une aire d'accueil des gens du voyage à Versailles. Puis, avec tes anciens camarades d'école, tu fondes le collectif Exit, dont tu vas nous parler tout à l'heure, et tu participes à de nombreuses actions mettant en valeur la transversalité des pratiques. L'essentiel n'étant pas l'objet architectural, mais bien l'histoire que tu y racontes. Ces multiples expériences te mènent à Venise, en Lettonie, à Londres, encore au Cameroun. Le fil conducteur de tous ces projets étant la construction collective, le partage, la rencontre. L'usager doit être acteur de la transformation. En 2006, tu cofondes l'association No Man's Land, qui réalise des projets d'acupuncture urbaine avec les plus délaissés, notamment avec des familles de Roms à Saint-Denis. L'idée étant de réconcilier les gens du voyage et les propriétaires fonciers. Cette expérience du camp de Hanoul à Saint-Denis fut certainement un événement marqueur de ta vie d'architecte, puisqu'avoir installé en urgence une salle commune, des sanitaires, tout a été rasé du jour au lendemain et la population a été déplacée sur un autre terrain. Tu raconteras aussi cette histoire. Plus récemment, c'est la ville de Paris qui t'a confié la construction d'un camp humanitaire pour réfugiés. La mairie a cherché là encore dans les interstices de la ville un espace temporairement vide, ce qu'on appelle ce foncier intercalaire, en attente de travaux. Et ce sera le site d'une ancienne gare SNCF, Porte de la Chapelle. En 4 mois, toi et tes équipes, vous réaménagez un vieil entrepôt en village, fait de maisonnettes en bois, réparties en quartiers. Avec des anciens containers maritimes, tu réalises des sanitaires, un centre de santé. Et à l'aide de l'architecte plasticien Hans-Walter Müller, un chapiteau gonflable conçu pour orienter les migrants à leur arrivée. Depuis 2010, tu as fondé le 6B, qui est un lieu de partage partagé, oui, accueillant 140 résidents sur 7000 m² d'un ancien bâtiment industriel à Saint-Denis. C'est un espace de travail, de rencontre, d'expérimentation. Vous adoptez une démarche alternative et prospective pour redonner à l'architecture son pouvoir fédérateur et placer l'habitant au cœur de la construction de la cité. Je pense que tu nous en parleras aussi. Julien, j'espère que le résumé de ta jeune carrière te convient. Je te laisse maintenant présenter plus en détail ta vision de cette architecture dite engagée, évoquer avec nous tes futurs projets. Et à l'issue de cette présentation, nous pourrons prendre un temps d'échange si vous avez des questions. Et puis, on pourra aussi continuer à discuter autour d'un verre. Voilà, je vous souhaite un agréable moment. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation qui est assez juste. Bonsoir à tous, merci d'être venus
écouter ce que je vais vous raconter. Je vais effectivement partir du constat, notamment du mal logement qui vient d'être fait, et de deux, trois autres concepts qui me paraissent importants aujourd'hui, notamment la situation qui est la problématique environnementale, la situation de pénurie de matériaux, de travail, d'habiter, de vivre ensemble. Donc comment est-ce qu'on peut réinventer ou refaire émerger des situations de vie qui nous correspondraient et dans lesquelles on retrouverait du plaisir. Donc cette deuxième notion est importante aussi pour moi dans le travail que j'ai pu faire ces dernières années et dans le travail que j'ai fait à chaque fois avec de nombreuses autres personnes. J'ai jamais rien fait tout seul, j'ai toujours fait beaucoup de choses avec beaucoup de monde. Et ce monde, je considère qu'effectivement, il est, on va dire, l'essence même des moyens. Les moyens ne doivent pas venir d'en haut, ils doivent venir d'en bas, ils existent, il suffit de les agglomérer, de les coordonner, de les organiser pour qu'ils jouent la même musique. Je citerai très rapidement une citation de Kropotkin qui a été écrite au début du XXe siècle dans un livre qui s'appelle La morale anarchiste, qui dit « Rechercher le plaisir, éviter la peine, c'est le fait général, d'autres diraient la loi, du monde organique, c'est l'essence même de la vie. Sans cette recherche de l'agréable, la vie même serait impossible, l'organisme se désagrégerait, la vie cesserait. » Donc c'est pas l'idée, c'est pas de faire de l'ascétisme, c'est pas de reculer, c'est d'avancer. Et c'est bien les moyens frugaux, la frugalité, qui doivent nous permettre de retrouver du plaisir. Et c'est surtout pas se serrer la ceinture pour avoir moins de bonheur, mais l'idée c'est d'essayer d'en retrouver plus. Et ce plus, il est nécessaire. C'est pas une idée bohème, c'est une idée qui me semble nécessaire. Moi, j'habite à Saint-Denis, dans le nord de Paris, dans des quartiers difficiles, où on a besoin de revaloriser tout le monde pour appartenir à une même société. Donc, je vais vous dérouler un peu quelques projets que j'ai pu faire. Je vais aller assez vite sur certains projets et je vais essayer d'aller assez vite pour que à la fin, vous puissiez me demander, si vous le souhaitez, d'approfondir un projet ou un autre. Je vais être chronologique. Donc, je vais commencer par le collectif Existe, que des amis à moi ont fondé. J'y ai participé tout de suite. Ensuite, on va aller faire un tour en Afrique. J'ai fait pas mal de projets là-bas où il n'y a pas d'équipement public de proximité, d'où la nécessité de se mettre en œuvre. On parle de capacitation, d'empowerment en Afrique du Sud. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'école, il vaut peut-être mieux se la construire plutôt que les enfants n'aillent pas à l'école. Ensuite, je vais revenir ici avec des projets que j'ai faits avec les gens du voyage et ensuite avec les populations roms en bidonville. On va ensuite aller au 6B pour montrer qu'il ne s'agit pas que des plus pauvres, il s'agit de tout le monde. Il s'agit de trouver d'autres modèles pour fabriquer une ville adaptée, et notamment aux mutations, même très contemporaines comme celle du monde du travail, de l'arrivée du numérique. Et donc on a besoin aussi de réinventer le modèle ce qu'on peut appeler l'immeuble de tertiaire. Je fais un petit détour ensuite par le sud de Paris en Essonne, où on transforme un ancien bâtiment qui était une piscine dans laquelle ils ont tous appris à nager, sauf qu'ils ont construit un super centre nautique à côté, donc ils savent plus quoi faire de leur vieille piscine. Et donc c'est cette question du réemploi d'un bâtiment, de la réutilisation. C'est plus du squat, c'est réinventer des usages d'aujourd'hui sans démolir pour reconstruire quelque chose à la place. Et je finirai presque par le centre Porte de la Chapelle, le centre premier accueil, qui est donc un lieu d'orientation et d'hébergement en première urgence pour les populations en situation de migration non européenne. Et si on a le temps, je vous parlerai de Bastille. Je suis en charge du réaménagement de la place de la Bastille pour vous montrer que ces dynamiques, ce pas des dynamiques de jeunes qui construisent des trucs en palette dans un bout de quartier, mais c'est des dynamiques qui sont attendues pour construire même de l'espace public
à Paris et des espaces publics symboliques comme la place de la Bastille, vous comprendrez très bien que c'est la place des libertés. C'est peut-être aussi pour ça qu'on peut développer ce type de démarche là-bas. J'ai loupé un chapitre. Je vous parlerai très vite aussi d'habitat participatif et groupé pour dire encore une fois que ces dynamiques de faire avec, de se prendre en main, d'être conscient et de faire intervenir tout le monde dans le projet peuvent avoir lieu à différentes échelles et dans différents types de projets. Donc existe, on remonte en 2003. Donc c'est ce qu'on peut appeler un collectif pluridisciplinaire qui se fonde au départ autour de 5, 7, 8 architectes. Et ensuite, il y a des graphistes, des mécanos, des cuisiniers, des botanistes, toute une série de métiers comme ça, un peu comme une troupe de théâtre, une troupe de cinéma qui va pouvoir faire des projets qui sont des projets d'architecture, qui sont des projets d'art et qui sont des projets de société, dans le sens où on essaie de dévoiler des potentiels d'interstices urbains. Donc, c'est ces zones délaissées. Hein, même quand on fabrique une nouvelle ville, il y a toujours des dessous de routes, des à côté, des derrière. Et donc l'idée, c'est d'optimiser la ville en utilisant ces espaces. Donc je vais passer très vite. Premier projet 2003, on appelait ça le RAB. Donc c'est utiliser une parcelle en friche, la nettoyer et développer un programme à partir d'échafaudage qui est évolutif, qui va se transformer en repas de quartier, en fête, en accueil, en atelier, et qui est aussi une façon d'expérimenter des formes architecturales avec l'échafaudage qui se monte et se démonte très vite. Un autre projet qu'on fait à Barcelone, où on occupe une dent creuse, on y construit un immeuble en échafaudage, on y habite pendant un mois et on y fait des événements culturels. Et notamment, on organise le décollage de la tour Akbar que Jean Nouvel vient de livrer au bout de la rue. La voilà, un repas de quartier au premier plan, la tour Akbar que Jean Nouvel vient de livrer, la dent creuse qu'on construit. C'est avec Existe aussi que on se rapproche, on va dire, de l'univers de l'événementiel, qui a aussi ces techniques pour construire, pour démonter, pour déployer. Et vous le verrez sur le dernier projet, Port de la Chapelle, et même au 6B, c'est une manière de construire et de développer du projet qui nous permet quand même d'être très réactifs, ce qui est rarement le cas dans la construction classique de bâtiments. Voilà, c'est de l'échafaudage, c'est des cellules pour dormir, c'est des toilettes sèches, assez vite, je travaille sur ces questions environnementales, des eaux usées, du traitement de l'eau, etc. Et toute une partie événementielle, comme dit à l'avant, avec cet écran vidéo. Donc on appelle ça la Space Station. On a des artistes dans le groupe, on a une grande diversité, comme je disais, de métiers, dont des artificiers, dont des DJ, dont des VJ, qui ont d'ailleurs fondé 1024 après Exist et qui tournent pas mal à travers le monde sur tout ce qui est mapping, euh, interaction numérique, etc. En 2006, on nous invite à faire le pavillon français de la Biennale de Venise. Patrick Bouchin, qui a été cité tout à l'heure, qui, outre avoir été un maître de stage et un grand-père, un ami, je dirais pas un maître, mais peut-être. On travaille avec Daniel Buren, on travaille avec Dromesco, et on investit le pavillon. Donc on en fait une maison de l'hospitalité. Et l'idée était bien, alors Venise, Biennale d'Archi, en général, on voit des maquettes et des photos et des textes. Et nous, l'idée, c'était que le visiteur puisse expérimenter de l'architecture et non pas de lui dire ce qu'on aurait fait ailleurs, mais de le faire là et donc d'être un lieu d'accueil. Donc une grande table de banquet, une cuisine, un hôtel dans lequel les gens peuvent dormir, une cuisine qui devient support d'intervention artistique. Et on a traversé la verrière pour aller sur le toit et faire un lieu dédié au plaisir du corps. On fait un sauna, on fait une mini piscine, on fait une salle de bain parce qu'on y habite. Et les visiteurs peuvent y habiter. On retrouve des Allemands à poil dans le sauna. Voilà, on a toute une série comme ça d'usages qui se mettent en place dans ce pavillon français. On fait aussi des grandes fêtes avec Exist. Ce que vous verrez, on fait aussi avec le 6B à Saint-Denis pour retourner un petit peu l'image que les personnes peuvent avoir d'un territoire et faire ce que des promoteurs pourraient appeler du marketing territorial.
On a travaillé aussi en Lettonie, dans une ancienne base soviétique. On y allait pendant de nombreuses années. On a fait un projet qu'on appelle l'Abi-Champi, autour du champignon, parce qu'il y a des forêts, les gens aimaient bien aller cueillir les champignons. Et il y a Nicolas II qui a construit une cathédrale au milieu du quartier, qui ressemble à un champignon. Et l'idée, c'était de ramener de l'activité économique. Donc l'objet, c'est pas forcément de construire une architecture, mais c'est de revitaliser, de ramener de l'activité, de fédérer autour d'un projet qui peut être artistique, qui peut être une histoire, qui peut être un projet d'auteur, qui peut être une construction, qui peut être une fête de quartier, qui peut être une soupe populaire, qui peut être du paysage, qui peut être de la rencontre, qui peut être simplement de l'écoute. Donc là, on a interviewé les gens dans une langue qu'on ne connaissait pas. On a voulu développer une bergerie, mais on a préféré développer la culture de champignons. Voilà, la cathédrale, c'est vraiment un ghetto à l'échelle européenne. Je ne vais pas avoir le temps de détailler, mais les soviétiques sont partis au début des années 90. C'est encore russophone. C'est vraiment une sorte d'enclave, supra-enclave européenne. Et donc les réseaux de chaleur urbaine fuient, donc la neige fond. Et du coup, on a déployé des champignonnaires là-dessus. On a fait des expositions. On a fait un mush roof dans une maison en ruine. On a fait un mush boom. Ensuite, un petit tour à Londres, où là, on a développé pendant, pareil, 3 ou 4 ans, un projet qui apparaissait, qui disparaissait, qui réapparaissait de façon mutée. Donc, c'était une piscine, la première année, qui ensuite est devenue un lac et ensuite devenu un lieu de réunion. Un autre projet qu'on fait à Londres, c'est donc toujours des interstices urbains, soit un chantier en attente, soit une sorte de dépotoir. Donc là, c'était dans le nord de Londres, à Dalston. On a nettoyé la friche, on a planté du blé avec un artiste dans le cadre de la Radical Nature Festival. Et on a monté un moulin à vent et on a mis des fours, donc on a fait du pain. Voilà. Et toutes ces activités ont séduit la collectivité locale et du coup, cet espace s'est transformé en jardin partagé géré par des associations. Donc il y a des projets qui apparaissent et disparaissent et d'autres qui laissent des traces. Voilà en gros ce qu'on a fait avec Exist pendant une dizaine d'années. Et il y a 3 ans, on a fait un événement ici à la Panacée qui était un peu le moment de fin de ce collectif, où on s'est un petit peu éparpillé à travers le territoire. On a des gens à Berlin, à Londres, à Paris, à Montpellier, à Bordeaux. On a tous continué à mener notre activité, mais ce moment on va dire, de parcours professionnel, de vie collective, a été quand même assez fondateur pour chacun d'entre nous, même s'il s'avère qu'on est tous très différents et on a tous évolué dans des pratiques variées. À la fin de mes études, outre partir dans cette aventure collective avec Exist, qui n'existe que lors des projets, on n'est pas un lieu, on se réunit sur ces projets. Je fonde une autre association parce que j'ai fait beaucoup d'allers-retours en Afrique noire, dans différents pays. Et avec des amis, on fonde cette association pour faire des échanges de savoir-faire entre le Nord et le Sud, considérant qu'on aurait chacun des choses à apporter à l'autre. Là, je vous présente très rapidement un projet qui est une coopérative pour femmes qu'on a fait à Mayo-Daneyel, qui est dans la Damawa, une province du Nord Cameroun, dans laquelle il ne fait pas bon vivre en ce moment, pour des raisons politiques. Et on a construit avec les femmes dans ce village un lieu dans lequel elles pouvaient se réunir. C'est un village musulman, on ne voyait pas les femmes dans le village. Donc l'idée, c'était de leur faire un endroit où elles auraient été capables, où elles sont capables de faire ce qu'on pourrait appeler du développement économique. C'est-à-dire, on sait que dans ces lieux en développement, les femmes sont assez motrices pour amorcer des dynamiques économiques, que ce soit à travers le commerce, à travers l'artisanat, à travers le service. L'année d'avant, on avait fait une école, parce qu'il n'y avait pas d'école dans le village. Et donc cette année-là, pour vous dire, on a ramené 10 000 euros. Sur les 10 000 euros qu'on a amenés, il y a 5 000 euros qui ont servi à payer la dame ici à gauche pour faire des cours de couture pendant une année. L'idée, c'était surtout pas d'être les blancs qui ramenons des moyens, mais d'être des gens qui venons et qui avons envie de faire avec les personnes sur place. Donc tous les matériaux ont été donnés
par les gens. On a tous construit. J'aime bien montrer ces images parce que moi, je considère qu'un chantier, ça doit être un moment de construction collective. Et bien souvent, ici en France, un chantier, c'est un traumatisme. C'est du bruit, c'est des odeurs, c'est des retards. Alors qu'un chantier, quand on construit quelque chose, devrait être l'occasion de se retrouver, d'inventer, d'imaginer et de mettre en pratique ce qu'on souhaite faire ensemble. Donc là, elles font, sur l'image juste avant, là, elles sont en train de faire des abat-jours parce qu'il n'y a pas d'électricité dans le village. On ramène 2 panneaux solaires et donc ça permet d'éclairer et du coup, ça fait gagner à tout le monde 3 heures dans la journée, notamment aux enfants pour pouvoir faire leurs devoirs. Et donc elles ont fait les abat-jours, toujours ce truc de l'échange, c'est pas un objet high-tech dont on a besoin, c'est de faire ensemble et de trouver qui peut apporter quoi. Et on n'hésite pas, comme vous pouvez le voir, à faire travailler les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, toutes celles qui malheureusement ont le temps de passer et de faire avec. Donc vous voyez, là on a fait une porte en corde tressée, parce qu'il y a un aveugle du village qui passe ses journées à faire de la corde. Plus personne lui en achète depuis des années. Nous, on lui a acheté tout son stock de cordes. Voilà, et on arrive à des choses très belles. Ça, c'est les cailloux d'à côté du chemin. Ça, c'est les cailloux d'à côté de la rivière. Et donc, pendant 10 jours, les enfants allaient chercher les cailloux. Et à la fin, on avait un parterre tout à fait magnifique. On fait une cuisine traditionnelle avec une toiture traditionnelle. On part avec des étudiants en archi qui apprennent des techniques constructives, du raffia, des toitures en chaume, comme on a pu trouver ici. L'idée étant, vous l'avez bien compris, que dans ces endroits, ils ont des modes constructifs tout à fait écologiques et durables qu'on n'a plus ici. Et donc, on souhaite les revaloriser plutôt qu'ils passent par tout ce dont on est passé, à savoir, pour faire simple, le parpaing et la tôle. On leur dit, attendez, il y a des techniques chez vous qui sont beaucoup plus adaptées, ne perdez pas de temps. On en fait des livres, on en fait des expositions à l'Institut de l'architecture et du patrimoine. Donc vraiment, l'idée, outre l'acte de faire, l'idée est vraiment de valoriser les savoir-faire et la culture, on va dire, de chacun. On revient en France. Comme il a été dit, j'ai travaillé pendant quelques années avec la population dite gens du voyage, vocabulaire un peu louche quand même. Il faut savoir que c'est le seul groupe humain qui est qualifié dans les textes de loi français. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on va faire ça pour les Noirs, ça pour les musulmans. Par contre, les gens du voyage, pour le coup, on a réussi à leur faire un cadre juridique parce qu'on les qualifie à travers leur mode d'habiter. Donc, si on prend le terme gens du voyage, c'est tous ceux qui vivent dans la mobilité. Alors que le terme gens du voyage est plutôt adapté aujourd'hui, utilisé pour les manouches, les gitans, même s'ils sont devenus sédentaires. Bon, je vais pas trop aller là-dessus, mais donc moi, ce qui m'intéressait, c'était les personnes qui vivent dans la mobilité, qui vivent en caravane et qui viennent me voir, moi, architecte, en me disant comment je fais pour habiter sur ce territoire. Je suis français, j'ai le droit d'habiter, j'ai le droit d'habiter dans la mobilité, comment je fais? Au milieu des années 90, il y a toute une série de mesures sur la sécurité intérieure qui rendent difficile l'occupation temporaire de terrain, qui facilitent les expulsions. C'était Nicolas Sarkozy, le ministre de l'Intérieur. Et dans la suite de ces lois, enfin en parallèle, on va dire, pour être tout à fait honnête, il y a des lois qui obligent les collectivités à mettre en place des aires d'accueil, des terrains de grand passage et des terrains familiaux pour répondre aux besoins d'habiter de ces personnes qui veulent vivre la mobilité. Il s'avère, et je m'en suis assez vite aperçu, même quand on a fait l'aire d'accueil sur les terres du château de Versailles, que ça finit quand même toujours à côté de l'autoroute et de la déchetterie, et que, in fine, la mobilité de ces personnes va disparaître, parce que c'est quand même pas très sympa d'habiter à côté d'une décharge, même si on bouge d'une décharge à une autre autoroute, etc. Et que la nomadité, elle était plutôt faite pour trouver des contextes différents en fonction des lieux et du climat.
Bon, donc là, avec cet asso qu'on fonde avec un instituteur itinérant qui fait la classe sur les campements dits sauvages. Je dis ça parce qu'en fait, quand les gens s'installent de manière enfin de manière non légale, ils n'ont pas le temps de mettre leurs gamins à l'école. Et les directeurs, directrices d'école refusent les gamins en disant on sait très bien que vous allez vous faire virer dans 2 mois, donc j'ai pas le temps. Et du coup, on a des gamins comme ça, des enfants, pardon, qui grandissent sans apprendre à lire. Il y a énormément d'ailleurs d'adultes, dits gens du voyage, qui sont illettrés, analphabètes, pardon. Donc avec cet assaut, on sécurise des sites, on fait, et je crois que ça se fait ici, j'ai vu un bout de l'expo tout à l'heure, on fait de la com, on explique c'est quoi un gens du voyage, comment il habite, le camping, qui est la caravane, comment ils habitent dedans, pour expliquer que c'est pas un lieu de précarité absolue, c'est des modes de vie, c'est des choix, c'est vivre plus dehors, c'est vivre plus ensemble, c'est vivre moins isolé des autres. Et c'est des choix difficiles à assumer pour ces personnes. On sécurise des sites d'installation éphémères en sécurisant l'électricité. Et déjà sur le travail de l'aire d'accueil gens du voyage, j'étais dans cette démarche, on va dire, participative, à fabriquer des outils qui permettent aux futurs usagers de comprendre le projet et de l'ajuster avant qu'il soit fait. Donc on fait des maquettes, on fait des interventions avec les enfants. On passe souvent par les enfants pour arriver à remonter dans les foyers. Et on fait des sortes d'installations entre guillemets artistiques ou culturelles, ou simplement, comme dit, du travail sur de la maquette. Ou quand je dis des installations comme celle-là, où on fait une icône de maison au milieu d'un campement de gens du voyage. Prenez la parole, expliquez des demandes claires qui seront pour vous de vraies bases de travail pour construire. Voilà, moi, architecte, je me retrouve à devoir fabriquer pour ces gens, mais je ne les connais pas. Donc, j'ai eu la chance d'avoir le temps et peut-être l'envie d'aller les rencontrer, donc je commence à les connaître. Sauf qu'en général, eh ben, personne ne les connaît, le dialogue ne se fait pas. Et c'est bien sûr les préjugés d'un côté comme de l'autre qui nous empêchent de faire des projets qui seraient bien et qui feraient qu'on vivrait correctement, au moins en bon voisinage. J'arrive à Saint-Denis il y a une douzaine, 10-12 ans. Et j'arrête de travailler sur les gens du voyage parce qu'il n'y en a pas autour de chez moi et que quitte à faire, je préfère bosser au moins pour commencer autour de chez moi. Par contre, il y a beaucoup de bidonvilles habités par des familles dites roms, roumaines ou bulgares, plutôt roumaines pour les familles avec lesquelles j'ai travaillé. Je me suis construit une maison à Saint-Denis en bois dans le jardin d'une amie sans demander de permis de construire, en la construisant moi-même en 2 mois. J'y ai habité pendant 3 ans avec ma femme et mes 2 enfants. J'ai jamais eu de soucis. 2 mois après, j'ai le maire qui est passé à la maison pour boire des coups et cette maison est toujours là. Donc c'était pour questionner aussi qui pourrait construire en dehors de la norme, de la légalité, qui aurait le droit d'exister sur le territoire, qui a le droit, qui peut s'abriter. Moi, forcément, j'ai le droit, je suis français, je suis architecte. C'est beaucoup plus facile que quand on est roumain, rome et ferrailleur. Donc, à la fin de cette construction de maison, donc voilà pour l'idée, il me restait des matériaux et donc je suis allé dans un bidonville à côté qui s'avérait être le plus vieux bidonville d'Île-de-France, habité par des prostituées, des bandits, etc., comme on me disait, mais moi, peu m'importe. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'il y a des gens qui habitent. Je ne me pose pas la question de savoir s'ils sont gentils ou pas gentils, s'ils veulent s'insérer ou pas s'insérer. Je me réfugie dans mon métier d'architecte. C'est-à-dire que moi, le but, c'est de permettre à des gens d'habiter un territoire et de l'habiter correctement pour ne pas être en conflit avec leurs voisins. Donc, je travaille pendant 4 ans. Je vais vous montrer les images, c'est un peu à l'envers, mais j'habite pendant 4 ans et un jour, c'est démoli. Alors qu'ils embêtaient personne, etc. C'est une histoire un peu politique, puisqu'il y a eu énormément de bidonvilles en Seine-Saint-Denis et qu'il y a eu un nouveau préfet qui a décidé, entre guillemets, de faire le ménage, comme ils disent. Et du coup, malgré que pendant
3 ans, je fais des choses dans le bidonville, je me dis, mais mince, il y a quelque chose que j'ai loupé. Si je peux pas répondre à ces familles qui maintenant sont dans la rue, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on a décidé avec la ville de Saint-Denis d'amorcer tout un processus avec ces familles pour aller vers le droit commun. J'y reviens dans 2 secondes. Ce processus et la ville de Saint-Denis, pourquoi est-ce qu'ils sont allés là-dedans? Parce que ça faisait quelques années qu'on faisait des choses, et notamment des études avec des étudiants pour comprendre qui ils sont, pour le révéler, pour expliquer, pour dire que c'est un quartier, que c'est pas un non-quartier, que c'est pas un non-lieu de vie, que c'est une rue, que c'est des maisons, que c'est des gens, que de se questionner aussi comment les gens font pour habiter à 7 dans 12 mètres carrés. Donc ça, c'est quand même ultra ingénieux. Donc pour des étudiants en archi ou des archis, c'est vraiment des questions qui se posent. Comment on fait pour habiter autrement? Donc ça pose des questions très simples d'optimisation, on va dire, de la surface construite et du coup de moins d'impact sur l'environnement. Hein, n'oublions pas que les Roms, pour le coup, ils achètent rien, ils récupèrent tout. Donc, ils ont un bilan gaz à effet de serre qui ne peut pas être meilleur avec qui que soit d'autre en France. Et donc, pareil, optimiser la surface quand on vit à 200 sur une mini parcelle. Donc, faire des études, révéler, bien sûr, faire des expositions à la Maison de la Vie associative, au théâtre, faire en sorte que les gamins aillent jouer au foot dans les clubs, que les enfants dansent, que ça, voilà, qu'il y ait du lien, qu'il y ait des interactions qui font que les gens, du coup, appartiennent tous, entre guillemets, à la même ville. Ville, bien sûr, avec beaucoup de différences. Hein. On est à Saint-Denis, mais je pense qu'à Montpellier, c'est un peu pareil. Et du coup, ce bidonville qui se fait expulser, c'est le numéro 1. Bon, après, il y a un numéro 2, numéro 3, numéro 4, et on est arrêté. Aujourd'hui, on est au numéro 4. Ça pour dire que peut-être que c'est pas tout ou rien. C'est pas j'habite dans la rue et demain j'ai un logement social aux normes où chaque chambre fait 9 mètres carrés, où on répond à toutes les normes. S'il y a 4 millions de mal logés en France, il me semble qu'il faut questionner la norme, qu'il faut questionner le mode d'habiter et qu'il faudrait quand même trouver des solutions intermédiaires. Alors la Fondation Abbé Pierre a ses poils qui se hérissent quand je dis ça, d'ailleurs comme la majorité des associations de droit au logement, parce qu'on considérerait que tout le monde a le même droit au confort, à la sécurité, etc. Sauf qu'on n'y arrive pas. Donc moi je considère qu'il faut non pas faire moins bien, mais faire autrement. C'est pas parce que on vit autrement. On l'a vu tout à l'heure dans l'exemple des manouches qui vivent dans une caravane. Ils vivent dans 15 mètres carrés, à 4. Ils ne sont pas forcément pauvres, ils ne sont pas forcément malheureux. Il y a moyen de vivre autrement. Et on a d'ailleurs entre 300 et 500 000 Français qui revendiquent de pouvoir habiter dans des yourtes, dans des tipis, dans des constructions en paille alternatives. On a toute une partie de Français pure souche, pour utiliser ce mot, qui revendiquent de pouvoir habiter autrement et qui le font, mais leur habitat n'est pas considéré comme un logement. Du coup, ils n'ont pas le droit aux aides, ils n'ont pas le droit à l'adresse, et ça peut quand même créer des difficultés dans la société d'aujourd'hui, parce que c'est quand même pratique d'avoir un téléphone portable, un compte en banque, etc. Je dirais même que c'est quasi pas possible de faire sans. Donc avancer au fur et à mesure. Et avancer au fur et à mesure, c'est aussi une stratégie d'acceptation des autres. C'est pas que dans un sens, c'est pas les gens se transforment pour être prêts à habiter dans un appartement au 6e étage et à pas connaître leurs voisins. C'est aussi faire changer la vue de toute la ville sur ces personnes. Et donc on a évolué, donc le bidonville, où comme dit, on a fait une salle commune, des toilettes, du paysage. Ça, c'est les toilettes sèches qu'on a fabriquées. D'ailleurs, c'est passé sur Arte au Global Mag à 20h en disant les Roms sont plus écologiques que vous. Voilà. Quand on a 200 personnes qui n'utilisent pas d'eau pour aller aux toilettes, ça fait quand même des sacrées économies d'eau. Une salle commune. La salle commune, c'était des vieux Algeco qu'on a transformés, qu'on a rénovés avec toujours peu de moyens. On avait ramené une caravane aussi pour en faire un bureau,
considérant que dans un quartier, il n'y a pas que des logements, il faut un peu de bureaux, un peu de commerce. Donc le commerce, ils le font. Il y a toujours des personnes qui vendent des cigarettes, etc. On a décidé de ramener du bureau. Bon, le bureau, il nous a servi 3 mois. Ensuite, on l'a filé à une famille qui en avait bien plus besoin que nous. Donc là, c'est l'expulsion. Euh, J'essaie de jamais être dans la confrontation, mais toujours dans la conciliation. Donc moi, j'ai expliqué, on m'a laissé reprendre les toilettes, les démonter. J'ai pas dit c'est hors de question, vous avez tout démoli, c'est moche. J'ai dit bah, est-ce qu'il y a moyen de récupérer les toilettes? Est-ce qu'il y a moyen de... Donc ensuite, on est allé sur un deuxième terrain. On s'était aperçu que les 200 personnes qui vivaient ensemble vivaient pour faire front. C'est-à-dire que, en gros, il y avait 4 groupes dans le groupe, d'ailleurs d'origines différentes en Roumanie, et que si elles étaient aussi nombreuses ensemble, c'était pour pas pouvoir se faire expulser et pas subir de violence du voisinage, et qu'ils souhaiteraient plutôt se rediviser. Donc on a fait ce test, on a eu des plus petits sites, et donc ça nous a permis, là on le voit par la couleur, de stabiliser, on va dire, un diagnostic social qui nous permettrait de comprendre la composition de ce groupe et son souhait, entre guillemets, d'exploser. Donc là, on voit, donc ça, c'est l'étape d'après, où là, on a dessiné les parcelles en fonction de la composition familiale pour que ce ne soit plus la personne la plus forte du groupe qui est la plus grosse parcelle, mais que ce soit la famille qui a le plus d'enfants. Et pour faire en sorte aussi que la famille qui a des enfants n'habite pas à côté d'un alcoolique. Parce que là, c'est toujours autoconstruit, donc c'est des murs très légers. Donc il y a des questions d'acoustique entre logements dont on ne peut pas s'affranchir. Oui, on ne fait pas de logement en dur, etc. Mais les enfants ont besoin de dormir si on veut qu'ils puissent aller à l'école le lendemain. Donc on travaille comme ça, de bout à bout, de négociation à négociation, et on arrive à un consensus général. Bon, ils y ont habité 1 an, puisque le maire voisin s'est plaint. L'étape d'après, en plus sur cette étape, on a aussi ramené de l'électricité sur chaque parcelle. L'étape d'après, c'était donc les parcelles en fonction de la composition familiale, l'électricité sur chaque parcelle, un bloc sanitaire et une salle de rencontre, et fournir les matériaux de construction. Donc là, l'idée, c'était qu'ils ne reviennent pas avec leur truc blindé de punaises ou voilà. Donc qu'on repartait à neuf avec des matériaux. Les matériaux, c'était de la tôle, du bois. On a récupéré 40 Algeco en fin de vie sur un chantier. Donc les personnes âgées et fragiles pouvaient utiliser des Algeco qui d'ailleurs étaient retransformés. Moi, architecte, à ce moment-là, je fais un permis de construire. Donc je prends une responsabilité. Je coordonne le chantier avec 3 potes charpentiers, menuisiers, où on construit avec ces gens. C'est auto-construit, c'est chacun qui a construit sa maison. Et du coup, on distribue les matériaux en fonction des besoins de chacun. Donc mon travail, c'était plutôt de quantifier des matériaux plus que de dessiner. Il faut dessiner pour quantifier. Mais après que la personne, elle pose sa fenêtre là, là ou là, qu'elle pose sa porte là ou là, peut m'importer, tant qu'il n'y avait pas, on va dire, un risque. J'étais quand même là aussi pour être garant de la sécurité des passages pompiers, etc. On a un projet, on a obtenu un permis de construire, mais on n'a pas réussi à le financer. Donc, on est bloqué à l'étape juste avant, depuis 3 ans. Et donc, c'était un projet de modules bois qui serait préfabriqué en atelier avec les familles pour faire de l'insertion, donc du pied à l'étrier vers l'emploi, et ensuite faire ensuite de la ville de cette manière-là, et de la ville aux normes actuelles, réglementation thermique, acoustique, accessibilité, etc., etc. On avait fait un gros travail d'enquête, donc ça c'est un petit clin d'œil. On a vraiment vu toutes les familles poser toute une série de questions pour comprendre comment ils habitent. Et donc ça, c'était le projet de boîte en bois, comme ça, qui s'empile en fonction des besoins de chaque foyer. On est déjà proche de l'opération d'habitat participatif que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, au fur et à mesure, voilà quelques images. Donc ça, c'est le quartier qu'ils habitent aujourd'hui, qui est chaleureux. Les gens sont fiers d'y habiter. Les gens arrivent à faire du beau, malgré que ce soit un peu cheap, hein, quand même. C'est de l'OSB qui est pas peint.
C'est voilà, des Algeco qu'on a transformés comme on a pu. On n'a pas fait semblant, on n'a pas fait une belle fresque à l'entrée. On demandait aux gens de le faire eux-mêmes. Du coup, bah, il y a des choses qui sont pas tout à fait finies, mais qui sont, on va dire, adaptées à ce que les gens souhaitent. C'est pas moi, l'archi, qui vais dire il faut ce beau truc. C'est ce beau truc, il arrive que s'il est nécessaire. Voilà le chantier, très rapidement. Donc vous avez compris qu'on utilisait les Algeco comme des briques aussi, c'est-à-dire qu'entre deux Algeco, c'est facile de construire un toit et deux murs. Donc voilà, l'aménagement de la salle commune, les intérieurs. Vous voyez, tout le monde travaille. J'ai pas eu d'inspection du travail, j'ai eu de la chance. Mais j'avais pas d'entreprise, donc je sais pas qui ils auraient pu inspecter. Et quand, dans des cas comme celui-là, j'ai, on va dire, la police qui débarque et qui me demande ce que je fais, je dis pas forcément que je suis architecte, je dis plutôt que je suis une association et qu'on travaille pour ces gens parce qu'ils en ont besoin. L'objectif est toujours de travailler vite, c'est-à-dire qu'il faut avoir fini avant d'avoir l'interdiction municipale. Voilà, les photos du chantier, vous comprenez. L'électricité a été installée par des professionnels. C'est seulement l'électricité et la dépose des Algeco. Voilà, j'ai à peu près tout montré là-dessus. L'ambassade du Pérou. Donc j'ai fait différents types de projets dans ces contextes, et notamment un dans le sud de Paris, à la demande d'une association qui a été fondée par des amis. Entre guillemets, j'ai un peu participé à toute cette fondation. Et l'idée, c'était de faire la première construction dans ce bidonville. Et ils appelaient ça une ambassade, donc qui est un lieu, qui est une salle commune, comme on l'appelait dans le Hanoul tout à l'heure. Et qui, par contre, là, on n'avait pas le droit, etc. Donc c'était vraiment un chantier éclair. On avait préfabriqué toutes les charpentes chez nous. On a construit, on était 4, avec des personnes du bidonville, du quartier informel, disons. Et donc, on a été très rapide. Et heureusement, parce que comme dit, là, on a eu un arrêté municipal nous interdisant de faire la construction. On a fait cette construction entre le 18 et le 23 décembre. Donc, les policiers étaient quand même conciliants, considérant qu'ils avaient le droit de fêter Noël dans un espace commun. Il y a Malte Martin, un graphiste, artiste qui a travaillé avec nous et qui a écrit Être et là, non, Être et ici sur les façades. Voilà, après, bien sûr, l'essentiel, c'est pas Être et ici, mais c'est lui. Un petit tour au 6B. Donc, on est à Saint-Denis. J'y habite, dans la petite maison que je vous ai racontée tout à l'heure. Je connais beaucoup de monde autour de moi qui est en recherche d'un lieu de travail. Et avec le collectif Existe, on nous propose de faire une installation architecturale. Je trouve un bâtiment, je chauffe le promoteur. On est en 2007. En 2008, le festival tombe à moitié à l'eau puisque crise financière. Il n'empêche que j'ai établi un contact avec le propriétaire du bâtiment et le futur développeur, aménageur, promoteur. Et il y avait ce bâtiment vide qui voulait louer trop cher. Et j'ai réussi, comme ça, un peu comme un coup de poker, parce que j'y tenais pas, à avoir un prix défiant toute concurrence, à savoir, on va dire, 5 fois moins cher que le marché. Du coup, j'ai un prix pour 2000 mètres carrés dans ce bâtiment. À partir de ce moment-là, je lance le message aux gens que je connais à Saint-Denis. Et pendant 3 mois, je fais agent immobilier. Tout le monde m'appelle, on aimerait en faire partie. Donc je fais visiter. J'explique que l'idée, c'est de partager des espaces et un projet, pas simplement de louer un bureau. Et que du coup, on allait mutualiser, on allait faire de la synergie. Et qu'il n'était pas question que moi, je choisisse qui aurait le droit d'être là et que je ne savais pas ce qu'allait être ce lieu, que ce seraient les gens qui avaient besoin d'être là, qui se retrouveraient et qui, on va dire, créeraient l'identité du lieu. Donc il s'avère que les 50 premiers résidents à s'être réunis étaient plutôt dans les métiers de la culture, de la création, voire vraiment des plasticiens. Et donc il y a une identité lieu de culture, lieu de création, lieu de diffusion d'art qui a commencé à émerger et qui a attiré toujours plus de monde jusqu'à, au bout d'1 an et demi, remplir tout le bâtiment.
Donc on a aujourd'hui 170 résidents, structures résidentes. On a une association qui gère tout le bâtiment, qui gère donc ces espaces de 8 à 100 mètres carrés en fonction des résidents et qui après gère plein d'espaces mutualisés, d'exposition, de danse, de cinéma, le resto, des lieux de fête et qui servent aussi bien aux résidents qu'aux gens de l'extérieur. Les gens de l'extérieur du quartier ou des gens de l'extérieur du Grand Paris qui veulent organiser quelque chose. On a toujours eu vraiment une volonté de diversité des pratiques. Et un des critères, le troisième critère pour rentrer au 6B, non, pardon, le deuxième critère, c'est la diversité des pratiques au sein du 6B. Il faut lutter contre l'homogénéisation d'un groupe humain. C'est un truc biologique. Un groupe a tendance à s'homogénéiser. Si on ne veut pas qu'il s'homogénéise, il faut faire des efforts. Et pourquoi est-ce qu'on veut faire ces efforts? Parce que l'innovation et l'adaptabilité vient de la mutation et vient de l'altérité. C'est-à-dire que si on s'homogénéise, on est adapté aujourd'hui à cet endroit-là, mais comme le monde change et comme l'environnement change, et ben demain, on ne sera pas capable de réagir et de muter pour s'adapter à cet environnement qui change. Donc, ceci étant dit, on a des gens très différents et aussi simplement parce qu'on aime la différence et qu'on s'en nourrit. C'est-à-dire qu'un plasticien, eh ben, il a intérêt aujourd'hui, on a des groupes de français langue étrangère, on a des associations qui font de l'accompagnement économique aux jeunes du quartier, on fait des fêtes avec des grands collectifs qui spécialisés dans la nuit parisienne, on fait des plages, on fait des interventions artistiques comme là au milieu du chantier où on peint une ruine en jaune. Et donc ça, maintenant, tout le monde a envie, ça devient du patrimoine. Mais en fait, c'était une verrue dans le quartier. On ouvre nos portes, voilà, on est un lieu ouvert, tout le temps ouvert à tous, euh, peu sécurisé, en fin de vie. Et donc là, on est en train de commencer à inventer la pérennité du projet depuis 1 an. Donc ça fait 8 ans qu'on existe. On a un chiffre d'affaires en gros d'1 million d'euros à l'année. On a moins de 15% de subventions. L'idée, c'est l'autonomie. C'est pas de vivre au crochet du politique qui va bien vouloir qu'on soit là. C'est vraiment d'être légitime. Et quand on est légitime, eh ben, on a une activité économique qui nous permet de payer ce qu'il faut payer. Donc nos résidents payent un loyer qui est d'aujourd'hui 12 euros du mètre carré par mois, toutes charges comprises, qui est au moins 3 fois moins cher que tout ce qu'on peut trouver à Paris. Et après, on a toute une série d'événements, on fait de la radio, on fait des performances culinaires, toujours dans cette idée de, comme dit, de synergie, de croisement. Et comme je l'ai évoqué plus tôt, on va dire, d'adaptation à la transformation du monde du travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de petites structures qui ont intérêt à être dans une pépinière pour pouvoir travailler avec d'autres et se regrouper lors d'un projet. Classiquement, en architecture, c'est un peu comme ça. Je veux dire, on n'a pas l'ingénieur, le paysagiste, les géotechniciens, etc. Dans notre agence d'archi, on va collaborer avec d'autres métiers pour faire ce qu'on appelle un groupement qui va répondre à un projet. Et je pense que c'est quelque chose d'assez juste, notamment avec cette révolution numérique qui rend beaucoup plus de gens capables de maîtriser toute une partie de la chaîne et qui fait que moi, par exemple, j'ai une activité d'architecte assez soutenue. J'ai que 3 personnes en fixe, mais j'ai six voisins qui sont archi, que je sollicite quand j'ai besoin. J'ai des photographes, des graphistes. On a la capacité de faire des affiches, etc., etc. Donc c'est vraiment, je crois, quelque chose d'important pour le monde d'aujourd'hui et de demain, qui est de réinventer des lieux de travail dans lesquels on va pouvoir plus facilement collaborer. Outre, bien sûr, l'action culturelle, la question de l'équipement public, puisqu'on a quand même 2000 mètres carrés d'espace disponibles, bien souvent gratuitement, à tous les gens qui le souhaitent. Et donc, sur cette question d'équipement public, on considère que le bien commun, pour l'appeler autrement, n'est plus le fait de la puissance publique et qu'il faut tous ensemble fabriquer ce bien commun, le privé, donc l'entreprise, le public et les usagers. Voilà, on fait aussi des choses comme vous pouvez voir là derrière. Là,
un gros chien rouge sur un container, qui est une sorte d'œuvre d'un street artiste. C'est de l'art urbain. On a aussi fait tout un parcours le long du canal, en faisant intervenir 45 artistes, et aussi en essayant de détourner l'art urbain du graffiti. On a beaucoup de graffeurs, hein, et des light painters, etc. à l'intérieur, mais on essaie aussi de faire d'autres types d'œuvres. Et d'ailleurs, le Red Dog, là, qu'on a vu tout à l'heure, c'est un container qui sert de salle de répétition et qui peut ouvrir sa gueule pour vendre des hot dogs. La Fabrique à Rêve, c'est le festival qu'on a monté au bout de 2 ans, qui nous permettent d'être visibles à l'extérieur pour surtout pas être considéré comme un truc fermé, qui transpire pas à l'extérieur. Et d'ailleurs, le mot Fabrique à Rêve a été trouvé par un ami qui est ici à Montpellier, un ex du collectif Existe, qui s'appelle Tofi. On fait des courses d'escargots. On a récupéré des sièges de cinéma, on fait des grandes fêtes. On a fait des fêtes à 3 4 000 personnes. On a vraiment participé, voire initié une sorte de réinvention de la nuit parisienne, qui ne se ferait plus forcément dans une boîte noire en sous-sol, mais qui se fait dans la découverte de sites en périphérie urbaine et dans le Grand Paris. On participe bien sûr à toute cette fabrique du Grand Paris. Bon, j'ai encore plein de photos, mais je pense que vous avez compris. Allez, habitat participatif. Je pense que vous savez. J'en suis où dans le timing? Allez, je vais essayer de finir en 10 minutes. Habitat participatif et groupé, donc des gens qui décident de se réunir pour habiter ensemble, plutôt que de découvrir son voisin s'ils ont la chance de le croiser, et avec qui j'ai travaillé depuis plus de 4 ans sur toute la conception du projet. Comment on rentre chez soi, comment on vit chez soi. On a fait des prototypes de mobilier, on a fait toute une série comme je vous l'expliquais avec les gens du voyage tout à l'heure, d'objets qui permettent à chacun de travailler, de rentrer, de comprendre le projet. On a assez vite participé à toutes les fêtes de la ville pour que ces personnes aussi arrivent dans la ville avant. On intègre bien sûr, quand on travaille avec les usagers, on intègre tout de suite les questions bioclimatiques, de matériaux sains, de diminuer la consommation, etc., etc. Et voilà en gros l'objet qui est en train d'être construit, qui est tout en bois, qui a beaucoup d'espaces communs, qui a une serre sur le toit, 400 mètres carrés de toiture accessible, avec une grande serre, accessible par un ascenseur, donc même aux personnes à mobilité réduite. Chaque logement est traversant, a donc un bout de sud. Il n'y a pas un seul logement qui est au nord ou à l'est. Voilà une photo du chantier avant-hier. Donc tout en bois, avec des grands salons, petits salons communs, buanderie commune, studio partagé, pour que tout le monde n'ait pas une chambre d'amis dans son appart. Bon, si ça marche. Très rapidement, une petite vidéo qu'on avait faite. Donc c'est pas une vidéo de promoteur, hein, c'est une vidéo pour comprendre. Donc c'est un quartier piéton. Il faut savoir qu'il y a le site olympique, le village olympique, qui va se faire juste ici à droite, à partir des arbres. Donc on est vraiment au bord du futur village olympique. Les habitants ont souhaité avoir des espaces de circulation type coursive dans lesquels ils pourront se rencontrer, avec des salons intermédiaires. En rez-de-chaussée, on a tous les espaces communs. On a quand même 4 logements en rez-de-chaussée pour plutôt entre guillemets, des personnes âgées. Là, on a le hall, on a un méga local vélo pour que tout le monde puisse ranger sa charrette, son vélo ou sa poussette. Et là, on a ce qu'on appelle le grand salon commun, qui a des terrasses devant, derrière. Les terrasses, c'est pratique, c'est des espaces qu'on ne paye pas quand on construit, ou en tout cas quand on achète, alors que c'est des espaces de vie. Pareil, la toiture terrasse, ça coûte rien. Ça coûte un peu en construction, mais l'acquéreur, quand il achète sa surface de logement, il ne paye pas la toiture terrasse. Il faut savoir que sur ce projet, les acquéreurs ont tous payé 3 mètres carrés, 3,6 mètres carrés en plus que de la surface de leur logement, pour justement se payer tous les salons communs, studio de passage, buanderie, etc. Hop là, pardon.
Vous êtes peut-être venu pour le truc que je vais pas avoir le temps de vous montrer, hein. Alors, la piscine de Sainte-Geneviève-des-Bois, très vite, participatif. La ville veut transformer cette vieille piscine, elle ne sait pas quoi faire. On se réunit avec les assos, les entreprises, tout le monde de la ville, et on fait encore une fois des maquettes, on réfléchit, et on trouve un super projet qui implique du trapèze dans le bassin, qui implique plein d'artisans, etc. J'ai quelques vues. Donc là, on est au tiers du chantier. Donc c'est pour dire aussi là qu'on peut faire de l'équipement public. C'est entre le travail et l'équipement culturel et l'équipement social. Donc en gros, toujours dans un souci de frugalité, de dépenser le moins possible de matériaux et de produire le moins de CO2 pour la planète, on a ce bâtiment. On a fait en sorte vraiment de casser le minimum et de ramener un maximum d'usage. Et donc on a enlevé les gradins autour, on a fait des sortes de boîtes en bois qui vont pouvoir accueillir des activités, plateformes dans le bassin, trous dans le bassin pour pouvoir rentrer dedans. Donc le bassin devient une scène et un espace. Je préfère ça que j'aurais dû vous montrer. Ça, c'est l'appel à projet. Parce qu'une fois que tout avait été fait, il n'était pas question que ceux qui avaient participé au processus, les premiers, aient le droit d'avoir forcément une boîte. On essaie toujours vraiment d'être open source et d'être euh, sortir des acquis. C'est pas parce que c'est pareil au 6B. C'est pas parce que quelqu'un est là depuis longtemps qu'il a plus de droits que celui qui vient d'arriver. Et du coup là, il y a eu un appel à projet il y a quelques mois auquel tout le monde de Sainte-Geneviève ou des Bois ou des environs pouvait répondre. Et donc vous voyez, c'est un projet qui se fait avec toutes ces activités de sport, d'artisanat, d'association, et qui a été vraiment fait à la demande de la ville, qui se retrouve avec de l'inactivité, de la non-rencontre sur son territoire, même si elle a un gymnase, une super piscine, un super théâtre, elle avait besoin, elle souhaitait trouver quelque chose de plus adapté au monde d'aujourd'hui pour que les jeunes n'aillent pas que au centre commercial pour se retrouver. Donc là, on revient à Paris. Porte de la Chapelle, 18e arrondissement. C'est entre la Seine-Saint-Denis et Paris. C'est les quartiers pauvres de Paris, pour ceux qui connaissent pas trop Paris. Mais bon, au moins on a trouvé une place. La ville de Paris, pour être précis, Anne Hidalgo, a souhaité faire quelque chose pour ces personnes qui s'agglutinaient sur les trottoirs de l'avenue de Flandre et de la place de Stalingrad. Étant donné qu'à Grande-Sainte, il y a un maire, Damien Carême, qui avait fait quelque chose, et que c'était passé, que l'État avait plus ou moins suivi. En tout cas, Anne Hidalgo a considéré qu'elle ne pouvait pas laisser cette situation perdurer dans sa ville. Donc la situation, je pense que vous la connaissez à peu près tous. Calais, les gens qui ont envie d'aller en Grande-Bretagne, et Paris, qui concentre aussi beaucoup de gens qui arrivent. Il y a entre 90 et 120 personnes qui arrivent à Paris tous les jours. Et quand je dis elles arrivent de très loin. En général, elles ont traversé la Méditerranée et elles n'ont aucune connaissance de où elles arrivent, de qu'est-ce qui se passe, voilà. Donc il s'agissait de leur permettre d'être orientés, de comprendre et surtout de se reposer. Il s'avère que les installations informelles étaient déjà dans le nord de Paris pour des raisons comment on dit, les commerces, les diasporas, voilà. Je veux dire, il y a une boulangerie égyptienne là, et du coup, les Égyptiens vont par ici. Donc, on va dire, voilà, des regroupements communautaires, entre guillemets. La porte de la Chapelle, elle est ici. Donc, on me dit, on aimerait faire un centre humanitaire, on aimerait que ça ouvre dans 2 mois. On ne peut pas le faire parce que nous, on est public et qu'il faut passer par des marchés publics et que ça met trop longtemps. Du coup, on va missionner quelqu'un. On ne sait pas encore qui c'est. Ça, c'est mi-juillet qu'on me dit ça. Et une semaine après, la ville de Paris décide de missionner Emmaüs Solidarité, qui est une association qui œuvre déjà à Paris, qui a déjà une douzaine de centres d'hébergement d'urgence, donc qui connaît le travail de l'accueil, de l'orientation
que ce soit des sans-domicile fixe ou ce qu'on appelle aujourd'hui des migrants. Donc on me montre ce site et on me dit qu'il faut faire quelque chose. Donc, gros pari, en plus il y a le mois d'août, donc on avait août et septembre pour faire tout ça. C'est un site qui appartenait à la SNCF, qu'elle a accepté de prêter pendant 18 mois, et les 18 mois se finissent la semaine prochaine. Donc voilà la halle. Et l'idée, assez vite, donc là ensuite je rencontre Emmaüs. Donc là c'est pour expliquer un petit peu le but de ce dispositif, c'est d'accueillir pour ensuite redispatcher les gens vers des centres d'hébergement d'urgence, vers des CADA, vers toutes les structures adaptées et existantes, soit en région parisienne, soit bien sûr partout en France. Donc de l'accueil, de l'hébergement. Donc ensuite, on commence à caler ça dans les espaces. On se dit, on va accueillir devant, on va héberger dans la halle, et il va nous falloir aussi un pôle santé. Donc, on quantifie. On me dit et je dis que, quand je dis moi je dis, c'est-à-dire que j'étudie ce qui est possible dans cet espace. Donc c'est un aller-retour pour définir la programmation. Et on arrive à 400 personnes, donc une capacité d'accueillir 400 personnes dans 8 quartiers. Donc ça tout de suite, même Emmaüs Solidarité m'a demandé de travailler par unité. Pas de faire une industrie ou une sorte de méga hôtel où on aurait 400 ou 100 chambres les unes à côté des autres, mais de travailler par des unités, par des quartiers, un petit peu comme quand on fait de la ville. Et moi, tout de suite, j'ai essayé de travailler ça comme un bout de ville, à savoir qu'on a des logements, on a des places publiques, on a des quartiers, on a des lieux de rencontre. Et donc, il faut traiter tous ces différents espaces de manière différenciée pour être adaptés. Quitte, bien sûr, encore une fois, à être dans la frugalité, à être dans l'économie de moyens et un objectif en plus sur ce projet-là, de pouvoir le démonter, le transporter 18 mois après. Donc je vais assez vite vers Hans-Walter Müller, un ami, artiste, architecte, parce qu'il fallait que je fasse un espace de 800 mètres carrés en un mois et demi, et on ne peut pas faire. Donc, il y avait, en gros, j'imaginais 3 possibilités. Il y a des gymnases préfabriqués, mais on n'y arrivait pas dans le timing. Le chapiteau, mais le chapiteau est trop connoté. Et donc, c'était l'occasion de travailler avec Hans sur ce qu'il fabrique depuis déjà 40 ans, c'est-à-dire de la structure gonflée dans laquelle on rentre, et donc c'est toujours sous pression. Et lui a toute une philosophie sur ce travail, a pas mal construit, mais jamais, on va dire, de l'architecture dans son sens premier, qui est de servir un programme non culturel. C'est-à-dire qu'il avait fait un cirque, il avait fait des bulles sur le Trocadéro, sur le Champ de Mars, pour des événements, pour l'année 2000, etc. Mais lui revendiquait, d'ailleurs il habite dans une structure gonflable depuis 30 ans, lui revendique que c'est un lieu dans lequel on peut habiter, dans lequel on peut avoir des programmes normaux. Et donc quand je suis allé le voir, et pourtant il a 82 ans, quand je suis allé le voir, il a tout de suite été emballé par ce projet. On a conçu ça en 3 semaines, on a tout de suite mis en fabrication, et ça nous a permis de faire cette bulle qui, de plus est un objet atypique parce que pas habituel dans la ville, et du coup permettait de faire signal, symbole, repère. Et en plus, une bulle, si elle se dégonfle, elle se dégonfle. Donc peut-être que s'il n'y a plus de migrants, elle pourrait se dégonfler ou se gonfler plus fort. Donc on a dit État, mairie qui finance, Emmaüs Solidarité qui est ce qu'on appelle le maître d'ouvrage et le gestionnaire. Ça, c'est mon équipe. Donc moi, je suis l'archi, j'ai un BE, thermique fluide, et ensuite plein de gens. Parce que pour pouvoir faire en 2 mois tout ça, et j'ai fait appel à toute une série de spécialistes qui avaient travaillé, avec lesquels on avait travaillé dans des projets passés, que ce soit Exist, que ce soit No Man's Land ou d'autres projets. Donc Sylvia et Attila, d'ailleurs Sylvia qui est ma femme, et qui fait des projets dans les dom-toms de réhabilitation de quartiers insalubres. Frédéric Caïf qui fait de l'échafaudage. Marion Jaffar qui travaille avec moi, Marilyn qui est spécialisée dans le métal, et donc elle a pas mal travaillé avec nous sur la transformation des containers maritimes. Hans, on l'a présenté. Nathan qui est charpentier, et Florence qui est spécialiste en design textile. Donc c'est bien parce que j'avais tous ces spécialistes au cœur du projet qu'on a pu le faire très vite, et que j'étais pas moi à inventer, etc.
En plus de nous, il y a les entreprises qui des fois sont des artistes, des graphistes, des botanistes, et après des entreprises un peu plus classiques, mais qui ont quand même souhaité faire ce pari de construire, je sais plus, on a construit, je crois, 6000 mètres carrés en 2 mois d'espace chauffé. Donc on a dit accueillir les réfugiés. La période de séjour, elle est de 8 jours en moyenne. Il y a aujourd'hui 450 places. Parce qu'on a, quitte à faire, on a mis des lits superposés dans certaines chambres. Euh, et donc, je crois, il y a 25 000 personnes qui ont été hébergées dans cet endroit depuis 18 mois. Accueil, santé, hébergement, coût 5,7 millions. On est en gros à 800 euros du mètre carré. Et vous voyez le coût de fonctionnement ici, qui est à 16 millions. Bon, c'est en cumulant, c'est plutôt 10 millions le coût de fonctionnement à l'année. En fait, ce qui est cher, c'est le salariat, c'est l'accompagnement. C'est pas de construire les murs, c'est d'accompagner, d'être proche des gens, à savoir qu'il y a plus de 100 salariés qui travaillent sur site là-bas, sans compter les 300 bénévoles. On a dit 3 mois. Voilà, 6000 mètres carrés. Une chambre fait 16 mètres carrés. Il y a 4 personnes qui vivent dans une chambre, voire 5 dans certaines chambres. Donc, pour rebondir sur ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, là, on a 4 mètres carrés par personne. C'est pas légal. C'est-à-dire que le règlement sanitaire départemental, c'est légal dans la loi, mais le règlement sanitaire départemental ne nous le permettrait pas. On a réussi à déroger en expliquant que, notamment, on avait toute une série d'autres espaces que la chambre. C'est-à-dire que la personne, elle ne vit pas que dans sa chambre. Donc on a dit le pôle accueil, le pôle santé, le centre de mise à l'abri. Donc la bulle vue d'en haut, c'est comme ça. Le pôle santé vu d'en haut, c'est comme ça. C'est simplement des containers maritimes qu'on a assemblés. Et la halle, on va la voir tout à l'heure. Voilà, la halle, on a fait des quartiers. Chaque fois une couleur par quartier, pour pas avoir à traduire dans toutes les langues. Donc on a 8 couleurs, on a 2 niveaux. On a un rez-de-chaussée ici, un niveau au-dessus. Là, on voit que dans la bulle, il y a des containers qui sont des bureaux pour accueillir les personnes qui arrivent. Un petit peu comme à la boucherie, quand on arrive, on prend un ticket et au bout de des fois 2-3 heures, on est reçu par un médiateur qui va décider si on est hébergé ici ou pas. Et que si c'est pas, c'est réorienté vers autre part, mais il n'est pas question de remettre les gens à la rue. Bien sûr, 400 lits, je vais le dire après ça, mais bon, 400 lits avec une durée de séjour de 8 jours, avec 110 personnes qui arrivent en moyenne à Paris, le calcul il est vite fait, ça répond pas à la demande. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir une durée de séjour de 3 jours pour arriver à absorber toutes les personnes qui arrivent à Paris. Comme on les absorbe pas, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ça s'agglutine dehors, ça fait du bidonville sous le périph', ça permet aux politiques de dire, vous voyez, on n'est pas si gentil que ça. Parce qu'en fait, ils ont peur de ce que eux appellent l'appel d'air, c'est-à-dire que si on était trop fluide, on aurait trop de gens qui viendraient. Le pôle accueil, allez rapidement, voilà, une structure gonflable, tout dessiné sur Rhino, les containers au milieu, des portes tourniquées, parce que quand on rentre, il ne faut pas que l'air sorte. Donc les containers, des lestes en béton pour que ça ne s'envole pas et pour éviter de mettre des pinces dans le sol comme les chapiteaux et pour du coup permettre plus facilement la réversibilité et le déploiement sur une autre surface. Donc là, on a Hans à droite, on a la bulle qui arrive, donc qui est soudée en entreprise, bien sûr. Et donc la bulle, elle est montée en 2 jours. Ça, c'est les issues de secours. Heureusement que Hans avait eu un brevet 20 ans avant sur cette issue de secours, parce que sinon, on n'aurait pas réussi à valider nos unités de passage pour sortir. À gauche, là, on a la machinerie, avec bien sûr 3 moteurs, avec des réserves de fuel pour que, quoi qu'il en soit, ça puisse rester gonflé. Hans, donc, au premier plan. La bulle qui est en train de se monter, comme dit, hop, dans la journée, c'est gonflé. Des vues intérieures. Bien sûr, un clin d'œil à l'architecture plus classique, à la coupole. C'est un trilobé avec une coupole centrale. Le banc périphérique, c'est-à-dire que ces lestes nous servent de banc. Et là, on voit le centre d'hébergement, on va en parler dans 2 secondes. Le pôle santé, très simple, comme dit, des containers de part et d'autre, une charpente et un plancher entre les deux. Donc là, très facile à redémonter. L'équipe de charpentiers qui nous fait la petite rampe d'accessibilité PMR, de la ventilation,
de la distribution d'eau, de l'évacuation d'eau usée. Sur ce type de projet, le plus compliqué, voire le plus cher, c'est toujours les réseaux. Donc là, quand ils ont une chemise beige, c'est des salariés. Quand ils ont une chemise bleue, c'est des bénévoles. Donc là, c'est le pôle santé qui est plutôt hyper bien, qui est confortable, il y fait chaud, ça marche bien. Il n'y a bien sûr pas d'opération, mais il y a tous les autres premiers soins. Le centre d'hébergement. Donc l'idée, cette halle qui était une halle de fret logistique, on réceptionnait les marchandises des trains pour les faire partir sur des camions. Elle va être démolie. Donc l'idée, c'était de faire le moins possible. Donc, on a enlevé toutes les fenêtres pour faire du désenfumage naturel, parce que tout ça, c'est des des établissements recevant du public. On a fait quelques trous. On a remis des escaliers en échafaudage pour aller plus haut, en bois pour aller plus bas. On a mis des garde-corps partout. En gros, c'est les seuls gestes qu'on a fait sur l'architecture existante. Et ensuite, on a déployé tous ces modules avec différents types d'architecture, on va le voir tout de suite. Donc les quartiers, on en a parlé. À l'entrée du quartier, on a l'espace d'accueil, le réfectoire. Ensuite, on a les espaces intimes des chambres. Et ensuite, on a les sanitaires au bout de la rue. On a un niveau au-dessus. Voilà, en rouge, on voit les interventions qu'on a faites sur le bâtiment. Ça, c'était les dessins des chambres. Voilà, les chambres qui sont en construction. On a décidé de faire des chambres en ossature bois pour plusieurs raisons. La première, c'était de répondre à un besoin de confort acoustique et thermique. C'est-à-dire que ces personnes, des fois, elles ont besoin de dormir la journée parce qu'elles ont fait la queue la nuit, parce qu'elles ont marché. Et du coup, l'idée, c'était que de jour comme de nuit, on puisse dormir dans sa chambre sans être dérangé. Donc ossature, donc c'est très très isolé. On a mis une bâche au-dessus pour pouvoir les mettre dehors. Donc réversibilité quand il va falloir déménager. C'est toutes les mêmes chambres, sauf qu'il y a les couleurs qui changent et on les a mises sur des cales à différentes hauteurs pour quand même créer de la diversité. Il y a un sas d'entrée, donc les gens ils peuvent accrocher leurs vestes mouillées ou leurs chaussures mouillées. Quand on est avec 4 collègues qu'on ne connaît pas, bon, c'est pas facile. Donc c'est pour ça qu'il y a un sas. Ça permet aussi de mettre une poubelle. Il y a un perron pour travailler la limite entre l'espace intime et l'espace plus public qui est la rue. Ça, c'est l'intérieur d'une chambre. Donc, chaque lit a un peu son intimité, son casier, une petite tablette, une prise de courant. C'est ventilé à 60 mètres cubes heure comme toute chambre réglementaire. Il y a un petit convecteur qui lui suffit largement à chauffer. Il y a de la détection incendie et il y a de la lumière. Les entrées de quartier, on a décidé de les faire en échafaudage avec de la toile tendue. Vous le comprenez, c'était aussi une occasion d'expérimenter des architectures pour montrer qu'autre chose est possible. Ou en tout cas, être plus juste, construire en parpaing ou en plâtre, ce n'était pas possible pour les questions de réversibilité et de rapidité de déploiement. Donc les réfectoires, voilà, c'est une structure en échafaudage dans laquelle on avait tendu une structure et on a redéployé de la menuiserie. Donc pareil, très vite monté, très facile à démonter. Flexibilité, c'est-à-dire que si jamais on se rend compte que cet espace ne sert à rien, c'est facile d'enlever une trame et de l'utiliser éventuellement pour faire autre chose. Donc voilà, essayer de faire un maximum d'espaces dits conviviaux, d'accueil, pour justement pallier au fait que la chambre est relativement petite. Des espaces de distribution, de kits hygiène, de vêtements, un espace buanderie pour qu'au bout de quelques jours, les gens puissent venir laver leurs habits, des espaces de détente, baby-foot, ping-pong, agrès de sport, terrain de foot, terrain de trucs de cinéma et quelques espaces un petit peu comme ça, entre guillemets, paysagers. Ouais, je veux juste vous montrer parce que là j'avais des photos sans personne dessus et j'aime pas trop quand il y a personne. Comme ça vous pouvez voir un peu comment ça vit, comment ça a vécu, parce que vous l'avez compris, la semaine prochaine ça s'arrête. Donc il y a déjà quasi plus personne là depuis une semaine dans le centre et je sais pas où ça va aller. Donc voilà, les premiers arrivés, bien sûr, beaucoup d'ateliers, ces personnes qui arrivent, qui sont en demande de comprendre, de raconter d'où elles viennent, de communiquer.
Là, je vous l'avais pas dit, mais on a fait travailler des artistes, les sœurs Cheval, mais c'était un peu ingrat, sur les clôtures. Et elles nous ont transformé ça en mouche à rabier. On a d'autres artistes qui nous ont fait des anges, et après, bien sûr, des interventions ponctuelles. Voilà, donc le site en début d'activité, ça on a déjà vu. La formation des salariés, le stockage. Donc il y a tout un process. On a des containers dehors pour réceptionner les dons. Ensuite, il y a des tables de tri. Ensuite, il y a des rangements comme cela. Et après, il y a la distribution. Donc là, on voit l'entrée des sanitaires, les espaces de convivialité, les réfectoires, donc les sanitaires en bout de rue, ça, on l'avait déjà vu. Voilà, les espaces un peu de loisirs. Alors c'est énorme, et du coup, 400 personnes dans tout cet espace, c'est pas énorme. Ils sont vraiment pas les uns sur les autres. Bon, quelques photos de chantier pour les techniciens. On a rentré tous les modules de l'étage par là, donc c'était pas une mince affaire. Parce qu'on avait on a un toit amianté, donc dans les délais, on n'avait pas le temps de faire le confinement pour pouvoir travailler, enfin déposer de la toiture. Donc il y a des champions de taekwondo qui viennent, et des tournois. Il y a des enfants qui arrivent, hein, bien sûr, dans le pôle accueil. Tout le monde peut arriver. Quand je dis tout le monde, les non-européens peuvent arriver et donc sont réorientés dans des structures adaptées. Et les familles, en général, vont vers Ivry, où il y a un centre qui a ouvert à peu près en même temps que nous, même si ça a été fait beaucoup moins vite et que c'est pour plus longtemps. Mais il y a un centre là-bas pour 5 ans qui peut accueillir ces personnes. Donc, bien sûr, l'enjeu de la distribution, d'être bien chaussé, de pouvoir se reposer, de pouvoir se laver. Utopia 56, qui est une des assos qui a participé au projet, notamment en termes de bénévolat, d'accompagnement, et même pour l'accompagnement de la queue en dehors du centre, qui est vraiment le moment difficile. Après, des artistes qui travaillent avec les migrants, qui prennent des photos, qui recollent sur les murs. Les échafaudages, vous l'avez compris, l'idée c'était de détourner leur usage premier, de montrer que ça peut être du mobilier. Voilà, des rampes, de l'accessibilité. Le téléphone, élément bien sûr primordial pour ces populations. Donc ils sont toujours en recherche de pouvoir charger leur téléphone. Les temps d'attente. Un des drames de, de ces situations administratives, c'est que les personnes qui arrivent ne peuvent pas travailler avant d'avoir un statut de réfugié, du coup se retrouvent pendant 10 mois, un an et demi dans l'attente, dans la non-activité, ce qui forcément est dur, surtout quand on a vécu des traumatismes. Voilà, donc quelques photos de l'intérieur, je pense que vous avez vu. Donc bien sûr, enfin non, bien sûr, il y a des personnes qui arrivent essentiellement d'Érythrée, du Soudan et de Syrie, mais moins. Il y a moins de Syriens qui arrivent à Paris que, on va dire, de l'Afrique subsaharienne. La queue dehors, ce que je vous expliquais, qui du coup, le projet était très bien accueilli par les voisins, mais quand au bout de 3 mois, il y a 2000 personnes qui dorment dans la rue pour essayer de rentrer, c'était moins bien accueilli. 15 jours après, il y a des bus de CRS qui se défilent, c'est un peu mieux accueilli, mais du coup, il y a trop de police dans le quartier. Voilà, il y a un équilibre là qui est un peu compliqué. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin, c'est moi ma lecture, on va dire, de ça, c'est que, entre guillemets, le politique ne veut pas que ça aille trop vite, de peur qu'il y ait plus de personnes qui débarquent. Voilà, je vous le disais, hein, l'essentiel, c'est ça, c'est pouvoir se brancher. Bon, allez, j'ai tout. Hop
ça, je vous aurais tout montré. Place de la Bastille. Donc, un autre combat de Anne Hidalgo, non des moindres, virer des bagnoles de l'espace public. Ils n'aiment pas quand je dis ça, hein. C'est pas tout à fait vrai. En gros, ce qui s'est passé, c'est que la deuxième moitié du XXe siècle a dédié l'espace public aux voitures. Et aujourd'hui, on s'aperçoit des travers que ça peut faire, qu'il s'agisse de pollution, qu'il s'agisse de le piéton n'a plus de place dans la ville, qu'il s'agisse de les femmes ne se sentent plus bien dans l'espace public. Donc l'idée, c'est d'essayer de remédier à ça à travers un réaménagement de la place. C'est aussi, vous pouvez le voir là, l'occasion de faire émerger l'histoire, le fort de la Bastille, le canal qui passe sous la forteresse, la colonne de Juillet qui est un rond-point aujourd'hui qui pourrait devenir un monument qu'on peut approcher. Donc on a fait tout un travail de co-conception, d'ateliers participatifs. On a calé des conteneurs sur la place et on y a passé du temps, fabriquer des choses, faire des marches, inviter les aveugles de l'hôpital à côté pour voilà, faire toute une série de choses pour dévoiler ce dont les gens ont besoin, ce que les gens souhaitent, analyser les ambiances, analyser les enjeux paysagers, voilà, les ateliers, des ateliers de construire, parce que rien ne vaut un moment de construction pour se rencontrer et vraiment se dire les choses. Donc en plus, ça nous permet de tester des modules qui vont pouvoir se déployer. Et on nous dit dans l'espace public, on ne peut pas laisser des choses si elles ne sont pas accrochées au sol. Ben là, on a fait la preuve du contraire. Ça fait 1 an qu'il y a ces modules place de la Bastille. Et malgré les grosses manifs, où à chaque fois j'ai la préfecture qui m'alerte, eh ben, les gens n'ont pas balancé les modules sur la police et ils ont plutôt profité pour empiler, pour sauter, pour venir utiliser ces éléments de l'espace public pour l'adapter à ce dont ils ont envie. Donc ça, c'était vraiment temporaire. On a fait ça en 1 semaine avec les bénévoles de passage, les citoyens qui avaient envie de couper du bois. Et ça nous permet de nourrir le projet d'après. Que je vais vous montrer tout de suite. Le projet d'après, c'est ça. Donc en gros, le rond-point, aujourd'hui c'est un rond-point comme ça. Les bagnoles peuvent faire tout le tour là. Ça devient une presqu'île. On connecte au canal. On fait une ouverture. Donc on pourra descendre ici directement vers le bassin de l'Arsenal, qui est un port en plein centre de Paris que personne ne connaît et qui est magnifique. Donc on le reconnecte parce que c'est le type d'usage qu'on a envie de ramener dans l'espace public. On plante 70 arbres, on en coupe 4, on fait du mobilier, on travaille sur la symbolique, on redessine toute l'ancienne forteresse par terre en asphalte. On redévoile des symboles de Paris à travers des motifs au sol, à travers l'éléphant que Napoléon avait fait. Et après, à travers aussi un mobilier ultra flexible. Ouais, je vais peut-être pas vous montrer tout ça. Ouais, un petit coup de mobilier. On va développer du mobilier de ce type-là, en bois massif, fait avec du bois de Paris. Le sol de la partie centrale va être fait avec des bordures de trottoir qui sont stockées au centre technique municipal, qu'on va couper en deux et on va faire toutes les dalles de la place de la Bastille de cette manière, donc en réemploi. Et c'est pareil pour le mobilier, on souhaite développer ce qu'on appelle le bois de Paris, en disant tous les arbres que vous coupez dans les rues, vous les finissez en copeaux pour désherber, etc. Un gros tronc d'arbre, ça a quand même plus de valeur que ça, donc on pourrait activer ce circuit ultra court, de prendre cet arbre, le scier sur place, donc avec une scierie mobile, pour produire du mobilier qui va être ultra flexible, avec ses trous autour. On va pouvoir mettre des dossiers, le transformer en truc pour les vélos, en prise pour brancher son téléphone, et en objets un peu plus complexes comme ceux-là qui vont pouvoir permettre aux jeunes de glisser, de sauter ou de nous permettre d'entourer les arbres. C'est un peu anecdotique, c'est mobilier, mais c'était quand même ma dernière image. Merci. Donc bonjour Julien, moi, je m'appelle Hervé, je suis architecte.
J'ai pas de questions. C'est pas, j'ai pas pris directement le micro pour ça. Je veux d'abord plutôt te féliciter, vous féliciter pour la dynamique que vous lancez. Je pense que vous remettez l'humain et le social au cœur du projet, et je pense que c'est fondamental. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'environnemental, et souvent on est à côté de la plaque dans le sens où l'environnemental, c'est avant tout, on crée des lieux qui sont où on oublie le social qui est à l'intérieur, où on va créer des bâtiments en bois, on va créer des bâtiments zéro carbone, on va aller vers du passif, mais on oublie souvent l'humain. Et je pense que dans votre démarche, l'humain, le rôle du social, c'est la chose finalement qui est le fondement de votre démarche. L'habitat, c'est avant tout pour créer de l'interaction entre les hommes, créer de la convivialité et puis créer des outils pour pouvoir vivre confortablement et partager ensemble un moment de passage sur Terre. Et dans ce sens, je pense que vous faites un super boulot et puis je vous félicite. Voilà. Merci. Merci d'avoir remarqué. Et après, il y a peut-être... bien sûr, l'important, c'est les hommes. Et je veux dire, ça sert à rien d'avoir une planète qui fonctionne si nous, on fonctionne pas. Euh, et en t'entendant le répéter, mais je suis sûr que j'ai utilisé... Le mot social, il est un peu dur en France. Tu vois. Voilà, c'est un truc humain. Tout à l'heure, Karine citait HQH, la haute qualité humaine. Tu vois, c'est vraiment cette idée de l'humain, de l'interaction. Des fois, je trouve que le mot sociétal sonne bien parce que ça me fait penser à société, à vivre ensemble. Le mot social, il commence à être un peu difficile en France. Ça veut tout de suite dire logement social, etc. Enfin, moi, je l'entends un peu comme ça, même si je veux pas l'entendre et peu importe. D'autres questions? Oui. Ah, un peu de gymnastique, ça fait jamais mal. Bonjour. Alors moi j'ai une question, je suis pas du tout architecte, j'y connais rien du tout, j'ai accompagné ma copine qui est architecte et qui du coup était intéressée pour faire des projets comme ça dans le futur et qui se demande comment on finance des projets comme cela. Alors, merci pour la question. C'est vrai que si on était il y a 3 ans, on m'aurait demandé comment tu fais pour en vivre. Et là, vu que je vous ai montré la Bastille, vu que je vous ai montré le centre humanitaire, vu que je vous ai montré un immeuble participatif, vous vous dites que je suis payé quand même. Voilà. Alors que si j'avais pas eu ces 3 projets, vous vous seriez dit putain, mais attends, tes trucs dans les bidonvilles et tout. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi, pendant une dizaine d'années, quand on a fait tous ces trucs avec Exist, on n'était jamais payé. Tous les trucs avec No Man's Land en Afrique, on n'était jamais payé. Mais pour moi, ça faisait partie de on va dire, de mon défrichage pour créer un parcours et pour peut-être un jour être reconnu sur une autre façon de travailler, ce qui, par chance, est en train, entre guillemets, d'arriver. Donc aujourd'hui, je suis payé pour des choses que j'ai envie de faire, que j'aime faire ou dans lesquelles je me reconnais. Au début, je ne l'étais pas. Et donc, je faisais des images 3D. Voilà, je faisais des perces pour d'autres archis. Et je faisais une semaine de perces, je rentrais 5000 balles. Et après, pendant 1 mois et demi, je pouvais faire d'autres choses. Alors, c'est peut-être plus tout à fait possible parce que maintenant, les outils sont plus accessibles pour tout le monde. Moi, c'était quand même il y a 15 ans, il y a plus de 15 ans. Et donc ça, c'était notre trick, à tous les potes d'ailleurs du collectif Exist. Donc ça, c'était voilà, pour répondre à comment on arrivait à commencer ça, jusqu'à avoir suffisamment d'écho pour petit à petit pouvoir facturer sur ce genre de boulot. Maintenant, eh ben, une place publique, ça se paye. Un centre humanitaire, ça coûte 6 millions d'euros. L'État paye, la ville paye. Ça leur coûte moins cher ou le même prix que s'ils faisaient d'autres choses. Euh, donc c'est quand même des projets assez classiques. Le 6B s'auto-paye. Les gens, à travers 12 euros sur 4000 euros, 4000 mètres carrés utilisés en surface privative, fois 12 euros, ça fait pas mal d'argent. C'est ce qui nous permet de payer, on a 7 salariés à l'association, c'est ce qui nous permet de payer des charges. En même temps, on privatise, c'est-à-dire qu'on loue nos espaces à d'autres gens pour gagner de l'argent. Donc on a toujours... Enfin, ma mère, elle est américaine, donc depuis que je suis petit, j'ai pas de souci avec l'argent. J'ai toujours considéré que
faut parler budget, faut parler argent, il faut trouver l'équilibre. Et quand je vais dans un bidonville faire un truc avec des Roms, c'est pas moi qui vais leur payer leur truc. Je leur dis, bon les gars, on fait comment? Et du coup, bah, même si chacun met 5 balles, 5 balles, 5 balles, 5 balles, eh ben, ils participent, ils y sont. Après, peut-être qu'il faut trouver 5000 à la Fondation Abbé Pierre ou à la Cité de machin. Voilà. Donc ça, on sait aussi le faire. Mais, mais pour moi, enfin, ce que j'ai essayé de commencer un peu comme ça, pour moi, l'essentiel, c'est que l'usager, l'acteur, le citoyen se remettent en œuvre. Et pour ça, il faut montrer que c'est possible. Aujourd'hui, c'est un peu difficile. On n'a pas l'impression de pouvoir faire grand-chose hein, quand on est habitant d'une ville. Et en fait, c'est d'essayer de dire qu'il est capable, il doit faire, parce qu'on n'a peut-être plus le choix. En tout cas, dans les zones, dans les territoires difficiles, il n'a pas trop le choix. S'il se remet en œuvre, il participe, ça crée de la richesse. Après, il y a aussi une question peut-être aussi qu'il faut se poser, c'est quoi la richesse aujourd'hui? Tout doit plus forcément passer par l'argent. On le voit. Enfin, moi, j'ai pris des claques dans mes voyages et déjà, putain, merde, ouais, il y a 20 ans. Euh, Quand tu te balades à Nairobi dans les bidonvilles et que tu as des enfants qui ont l'air plus heureux que les gamins que je vois ici et qui jouent sur un tas d'ordures et qui sont à poil, moi j'ai pris des claques à me dire mais c'est quoi, comment on fait, comment, voilà, elle est où la richesse? Et il y a un gars là qui d'ailleurs travaille sur Pleine Commune qui s'appelle Bernard Stiegler, qui est un philosophe qui est passé par la case prison et qui maintenant est bien reconnu et qui travaille pour Beaubourg, etc., qui a des labos de recherche et qui est en train qui a ouvert une chaire dans une université de sciences humaines sur ce qu'ils appellent le revenu contributif et pour essayer de requalifier les richesses. Parce que par exemple au 6B, moi je suis président de cet asso, j'y passe 2 jours par semaine, je suis employeur des salariés, etc., alors que je suis complètement bénévole. J'y prends du plaisir, ça me suffit. Sauf que je crée de la richesse à travers ce bénévolat. Je crée de la richesse collective. C'est pas de l'argent, c'est pas quelque chose qui est quantifiable, mais je sais pas, c'est un jeune qui va venir, qui va être content. C'est des gens qui se rencontrent, qui vont avoir des enfants. C'est un artiste qui va rencontrer un photographe et qui vont faire un nouveau projet, etc. Du coup, ça fait de la richesse, une richesse qu'on ne sait pas quantifier aujourd'hui. Et du coup, c'est toujours cette question des indicateurs. Comment on ferait aujourd'hui pour trouver des bons indicateurs pour dire ben ça a de la valeur. Même si ça crée pas d'argent, ça crée de l'argent au quatrième rebond. Parce que le gamin du machin et du bidule, lui, eh ben, il va faire de la valeur pour la société. Donc cette question de comment ça se finance, de comment on se paye, de quelle richesse on produit, il faut l'aborder frontalement, pragmatiquement, et en ayant toujours une idée qu'on crée d'autres valeurs ailleurs. Ça va, t'as compris, pas archi? De toute façon, je ne me suis pas trop adressé à des archis quand même. Si, bon, il y a des un peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on peut aussi poursuivre. Voilà, si. Ah. Il m'envoie un mail et je lui réponds. Ouais. Sinon, il y a le site internet du 6B. Si quelqu'un envoie un mail au 6B, ça arrive jusqu'à moi. Je réponds à tous les mails. Voilà. Des fois, je me pose la question de est-ce que j'ai trop de stagiaires ou pas. Mais je pense que j'en ai pas trop, parce que les gens, ils ont envie de venir et que je leur demande pas de produire. Bah, c'est un voisin. Ouais, très bien. Non, qui viennent. Non, mais j'en ai profité pour faire une digression. C'est-à-dire que là, en ce moment, j'ai, bon, comme beaucoup de monde, hein, mais je dois avoir une dizaine de demandes de stage et j'ai pas envie de dire non, parce que c'est des gens qui ont envie, qui ont de l'énergie, etc. Sauf que on n'a pas le droit. Voilà, on a un maximum de stagiaires, mais je m'en fous du droit, donc il peut m'appeler. Ah ouais, mais moi, c'est pas forcément un job, hein.
Je vous propose de poursuivre peut-être après. Hein, on va peut-être clôturer, à moins qu'il y ait d'autres questions. Mais sinon, je vous remercie. Juste pour vous dire que la prochaine conférence architecture aura lieu au mois de mai. Je n'ai plus la date en tête. Tu l'as plus non plus, c'est pas grave. Et c'est Paola Vigano. Eh ben voilà, merci la régie. Voilà, c'est notre prochaine invitée. On continue bien évidemment sur la même thématique de ces inégalités urbaines, architecture sociale. Je vous remercie